Le cercle RH, notre débat quotidien avec mes invités. On s'intéresse à l'industrie, on s'intéresse à un sujet important, alors qui n'est pas le sujet le plus visible à première vue quand on parle des industries, parce qu'on parle d'entreprises qui ferment ou qui délocalisent. Là, on va parler des matières premières, de tous les enjeux, parce que les industriels ont besoin de matières premières, et cette matière première, ils vont la chercher évidemment dans les grands blocs, États-Unis, Chine, et notamment des matières premières en matière électronique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'industrie? C'est un vieux serpent de mer. C'est 20 ans que j'en parle sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que l'on peut faire pour sauver l'industrie française qui doucement se délite? On fait le point avec mes invités. Sylvain Maillard est avec nous. Bonjour Sylvain. Vous êtes député LREM de Paris. Je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise parce qu'il faut préciser que vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Atlantis Technologies et qui travaille justement dans l'exportation et l'importation de composants électroniques. C'est un peu un sujet sur lequel vous vous êtes penché très sérieusement. Et puis on va en parler avec vous parce que vous avez remis un rapport, vous l'avez publié à la fois sur les réseaux sociaux et dans la tribune sur Internet. Vous relancez l'idée qui avait suscité un vif débat de la TVA sociale, une forme de protectionnisme. Voilà, on taxe les produits qui rentrent et on protège finalement nos industries pour financer le modèle social. On va en parler, c'est un sujet un peu sensible, mais voilà, vous le remettez. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis Gilles Attaf est avec nous sur ce plateau. Vous êtes à la fois chef d'entreprise, Feu Smuggler, qui est une marque de textile français, 100% français, avec des salariés qui sont à Limoges. Vous étiez très fiers et ces salariés existent toujours. Absolument. Et puis vous avez créé votre marque, une nouvelle marque, Belleville Manufacture, du textile de qualité, qui se trouve à Belleville d'ailleurs. Non, qui se trouve rue Française. Non, rue Française, c'est dans le deuxième. Dans le deuxième. C'est ça, vous êtes dans le deuxième. Belleville parce que ouais. L'atelier de mon père historique était à Belleville, donc j'ai repris le nom Belleville. Le deuxième, c'est le quartier du Sentier pour ceux qui nous regardent en province. C'est ma circonscription. C'est la circonscription de Sylvain Maillard. J'ai fait exprès de vous rassembler, comme ça vous allez pouvoir voir. Vice-président de l'association Pro-France, et puis vous êtes le président des Forces françaises de l'industrie, c'est important. Je précise cette information parce que Arnaud Montebourg, à l'époque de Smuggler, vous défendiez le Made in France. À l'époque, quand il était ministre, il était venu vous voir. Absolument. Et j'ai remarqué que là, Arnaud Montebourg, qui est en train de relancer une forme de campagne, pré-campagne présidentielle, est revenu vous voir et vous l'avez réemmené voir les salariés de Limoges, de votre industrie à Limoges. On va l'emmener, en fait. Il est venu nous voir en rue Française. Et là, vous allez l'emmener. Et on va l'emmener, effectivement, retourner à l'usine. Il était venu lorsqu'il était ministre du redressement productif. C'est ça. On l'avait interpellé sur, justement, cette problématique. Et il était venu nous voir et ça avait été un moment assez important pour nous pour relancer la machine. Sylvain Maillard, revenons à ce rapport et vous allez évidemment avoir un dialogue assez nourri parce que les composants électroniques sont assez rares dans les vestes que l'on porte, mais il y a quand même un débat sur la matière première. On y reviendra parce que le tissu n'est pas fait en France. C'est un vieux sujet que vous portez depuis longtemps. Votre rapport, votre idée empirique, quelle était-elle au départ? Vous vous êtes dit, c'est pas possible qu'on se laisse dévorer et qu'on soit dépendant de la Chine et des États-Unis. Réagissons. C'est ça que vous dites dans votre rapport. Exactement. Quand on est arrivé en 2017, quand on est arrivé au pouvoir en 2017, il y a cette idée de on réindustrialise la France, on se réarme et on va mettre les moyens pour se réindustrialiser. D'ailleurs, on a eu des résultats. On a des créations d'emplois dans l'industrie, ce qu'on n'avait plus depuis 20-25 ans. Un sursaut léger. On voit 10 000 emplois. On voit qu'on a changé, que la France est vue à nouveau par les pays aussi étrangers comme un pays où on peut créer de l'industrie, où on peut créer de l'emploi, parce qu'on a passé une succession de lois et d'accompagnement, entre autres les ordonnances travail, qui ont permis aussi de dire, bah voilà, la France est une terre qui nous accueille. Sauf que là, on est en train de vivre un moment particulièrement difficile. Sur les composants électroniques, précisez-le. Sur les composants électroniques. C'est passionnant. Mais vous allez voir que d'une façon générale, on est souvent dans les composants électroniques, donc dans le digital, on est souvent en amont de phase par rapport au reste du monde industriel. Et donc on a un vrai problème. Le Covid a totalement désorganisé l'ensemble de la chaîne de production au monde, avec évidemment des confinements des différents acteurs à des moments différents. Et donc on digitalise, on a besoin d'informatique et de composants. Bah oui. En parallèle, on digitalise. D'accord. Sauf que rien n'a été prévu dans la construction. Dans la construction, parce que digitaliser, vous voyez, on parle du contenu. Les gens qui nous regardent en ce moment, on doit avoir une télévision, un ordinateur. Font en sorte qu'il faut qu'il y ait un contenant. Et ce contenant n'a pas été prévu pour une accélération du digital comme à l'heure actuelle. Et les prix sont montés. Et donc les prix vont monter. Vont monter ou sont montés? Ils vont monter. Ils vont monter parce qu'en amont, là, vous trouvez par exemple des circuits intégrés qui sont la base de toute construction. Des circuits intégrés, il faut
entre 30 et 50 semaines de délai à l'heure actuelle pour les avoir. Donc on va avoir une pénurie extrêmement forte. Et en bout de chaîne, c'est l'industrie automobile, c'est toutes les industries qui disent mais j'ai plus les circuits imprimés, je ne peux pas bosser. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, quand vous commandez par exemple une voiture électrique, vous avez des délais de 8, 9, 10 mois parce qu'il n'y a pas suffisamment de composants. Je prenais l'exemple d'un phare. Un phare dans une voiture, c'est quelque chose d'assez basique. C'est dingue ce chiffre. Historiquement, dans l'ancienne génération, il y a une trentaine de composants à l'intérieur, un composant électronique ou électrique. La nouvelle génération qui arrive, c'est 700 par phare. 700 composants par phare. Donc imaginez-vous x4 et toutes les voitures que l'on va devoir transformer. Et ça, c'est pas prévu, c'est pas organisé. On n'a pas les industries qui peuvent suivre. D'abord, on n'a pas la matière première. C'est ça. On n'a pas la matière première ou l'accès à la matière. Chine, États-Unis, on est d'accord. C'est les deux leaders. Exactement. Et le point le plus central pour nous à l'heure actuelle, c'est une guerre qui a commencé sous Trump, mais qui continuera à bas bruit, à bas bruit, qui nous empêche d'accéder, et particulièrement nous les Européens, à la technologie américaine si on la vend dans une zone chinoise. Zone chinoise, en fait, c'est là où on construit la plupart Ces produits ne peuvent pas, en passant par l'Europe, revenir en Chine. Les Américains l'interdisent. Exactement. Et si jamais vous le faites, à ce moment-là, vous êtes du fait des lois extraterritoriales, on peut vous poursuivre. Exactement. Même si vous êtes en France, vous ne vendez jamais aux États-Unis à cause du dollar, parce que la monnaie internationale, c'est le dollar. Gilles Attaf, vous défendez à travers votre combat autour du textile français Made in France un combat plus large sur l'industrie, à travers les initiatives que vous prenez dans les forces françaises de l'industrie notamment. On la sauve ou pas cette industrie? Et comment on fait? Parce qu'il y a un vrai sujet une fois qu'on a fait le diagnostic, on se dit mais qu'est-ce qu'on invente ou qu'est-ce qu'on réinvente pour sauver nos entreprises, nos salariés? Alors il est temps, parce que là on est quand même aujourd'hui, il faut le savoir, on est à 10% du PIB sur l'industrie, donc la moitié de l'Allemagne. Donc il est temps de se rendre compte que je pense que la reconquête industrielle, pour moi, ça doit être un objectif national. Enfin, moi je suis ravi que vous preniez à bras le corps ces sujets aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment, il est temps de reconstruire nos territoires par l'industrie en décarbonant cette réindustrialisation, ce qui me semble aussi un élément essentiel. Pas si simple, excusez-moi, parce que vous l'évoquez dans le rapport, il faut aussi que les Français acceptent, et c'est là où il y a un peu la schizophrénie, c'est qu'on veut tous de l'industrie, mais on ne veut pas d'usine près de chez nous, et puis surtout si on vous met Céveso en plus dessus, là vous avez une pétition, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de schizophrénie du citoyen, il faut quand même le reconnaître. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut aussi travailler, c'est pour ça que je dis que c'est une bataille culturelle, parce qu'il faut aussi travailler sur l'image de l'usine, enfin on ne sait plus l'usine de Zola aujourd'hui. Avec les triangles 4.0, on travaille sur l'innovation, sur la montée en gamme, enfin c'est tout un tas de sujets qu'il faut prendre, c'est pour ça que je dis que c'est un objectif qui doit être national, et la réindustrialisation aussi, ça doit passer par des signaux forts. Enfin moi je milite pour un Small Business Act à la française, où une partie de la commande publique aussi serait réfléchie vers les PME. Je pensais que c'était déjà le cas. Donc c'est pas le cas du tout, aujourd'hui on a avec l'UGAP besoin, notamment. L'UGAP, on a travaillé avec l'UGAP, ça avance, mais on n'est pas encore du tout, il faut mettre des normes environnementales. C'est pour ça que je suis ravi d'écouter votre sujet sur la TVA sociale. Moi je suis pour une taxe carbone à l'importation. Changeons le nom en fait. Voilà, c'est ça exactement. Non mais le sujet de la taxe carbone, il va falloir le prendre à bras le corps, et puis c'est un sujet qu'on peut entendre. Vous parliez du nom et de la communication. Rappelez-vous, la taxe carbone, elle avait été aussi sensible, si je peux me permettre, puisque c'est par cette taxe carbone qu'on avait augmenté le prix de l'essence, et que ce prix de l'essence avait provoqué les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sensibilité autour de ces sujets. On ne la met pas au même endroit. La taxe carbone, elle est pour les importations, et là on mettait une taxe carbone en fait qui était payée directement par le consommateur. Il n'y a pas la même finalité. Et c'est très important. Le Small Business Act, donc c'est ce qui a été voté il y a quelques années aux États-Unis. Donc ce dont vous parlez, il est important. Moi je vois le travail que fait Agnès Pannier-Runacher là-dessus, sur vraiment une avancée, dire on va changer vraiment de paradigme. L'apprentissage, vous voyez, on n'a jamais eu autant d'apprentis. C'est très important. 440 000, c'est le chiffre. 450 000. 450 000, voilà. 450 000 là, fin février, et donc ça veut dire on n'en a jamais eu autant. Pourtant, on est en pleine crise. Ça veut dire que les jeunes commencent à se dire, non, il faut que je fasse des études et que je travaille. Je trouverai un boulot dans le manuel, et entre autres dans l'industrie. On voit qu'il y a un changement de mentalité. Il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie et que ça va repartir. Il faut absolument qu'on s'aligne tous les uns à côté des autres
pour qu'on trouve des solutions et d'implantation dont vous avez parlé tout à l'heure. Juste Sylvain Maillard, très important. Il y a la TVA sociale, la taxe carbone, je veux qu'on en parle, je ne veux pas qu'on oublie d'en parler, c'est central. Les composants électroniques, je crois qu'il y a eu une crise, et vous le savez mieux que moi, dans les années 90. L'électronique a complètement été éradiquée d'Europe, ou presque, et puis c'est la Chine, États-Unis. Est-ce qu'on peut réinventer un électronique européen, qu'on devienne un leader de l'électronique, ou est-ce qu'on doit accepter tout simplement d'aller chercher notre électronique, les fameux composants, en Chine, aux États-Unis? Est-ce que ça, c'est inéluctable? En France, vous savez quoi? Et on va revenir au textile. Fin des années 90, début des années 2000. Parce qu'on a perdu la bataille. Les grands patrons des grandes entreprises, Thomson et autres, Alcatel, ont décidé qu'il n'y aurait plus d'industrie en France. Mais vous vous rendez compte? Il n'y aurait plus d'industrie en France et qu'on ferait tout sous-traiter aux Chinois et que nous... Parce que moins cher, on est d'accord. Et que nous, on était plus intelligents, donc on allait concevoir ce qu'il fallait et que les autres allaient produire. Évidemment, les Chinois ils ont inventé le commerce et je peux vous dire qu'ils font des choses beaucoup plus performantes que ce qu'on fait. Et ont repris nos technologies. Et donc, ont pris les technologies et ont tout gardé. Et donc, il y a depuis quelques années, à bas bruit, il y a beaucoup de sous-traitance électronique qui s'est implantée en France, qui s'est réimplantée en France depuis 4-5 ans avec des champions. Il y a des entreprises, je pense à Eolan, à Stelflash, que vous ne connaissez pas. Il y a plus de 100 000 salariés en France et à l'étranger. Et ils fabriquent. Et en fait, ce sont des entreprises avec des entrepreneurs qui ont été reprises à 1 euro. C'est les anciens partis d'Alcatel, c'est les anciennes parties de Thomson. Et ils arrivent et qui sont repartis. Donc, évidemment qu'il y a de l'avenir pour l'électronique. D'autant plus qu'il faut penser une application et la mettre tout de suite sur le marché. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et les coûts de transport, et je vais terminer là-dessus, qui montent énormément. C'est terrible. Du Covid, bien sûr. 10, 20, 30, 40% plus cher, font en sorte que, évidemment, on est dans une phase importante. On doit réindustrialiser maintenant. Il y a une opportunité là. Une opportunité. Puisque les coûts de transport viennent évidemment alourdir le prix du produit, essayons de développer le textile. On a eu cette discussion parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je vous avais dit, mais pourquoi vous, d'une manière un peu cynique d'ailleurs, mais pourquoi vous ne faites pas comme les grandes marques textiles? Vous allez dans des pays hors Union et vous vous êtes dit non, j'ai des salariés à Limoges, le coût du travail est plus élevé, vous le savez. Oui, mais il faut pourquoi ce désir hors coût? Parce que déjà, il faut qu'on commence à travailler sur d'autres sujets, parce qu'on a la compétitivité hors coût à aller chercher sur l'innovation, sur la montée en gamme. Alors moi, je suis très content d'entendre ce débat, parce que moi, il y a 20 ans, quand je cherchais un fonds d'investissement et qu'on me disait, monsieur Attaf, l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire, il n'y aura plus de textile en France. Et que je disais, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces magnifiques ouvrières qui sont en capacité de monter une manche comme personne, mais vous leur parlez de tertiaire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et après, on se retrouve avec des problèmes dans les territoires. C'est pour ça que la cohésion territoriale passe par des gilets jaunes. La reconquête industrielle. Je pense que c'est essentiel aussi pour la cohésion territoriale et pour faire avancer les choses. Moi, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Et on peut recréer des filières. Moi, c'est pour ça que je parle plutôt de réindustrialisation que de relocalisation, parce que c'est compliqué. On ne peut pas relocaliser des produits qui sont... Juste d'un mot. Quand j'étais allé dans votre ancienne marque, vous m'aviez fait une explication extrêmement intéressante. Vous me disiez, mais non, mais M. Ardouin, il n'y a pas le tissu qui vient de là, il est italien ou anglais. Et je vous avais répondu, mais attendez, il n'y a pas d'entreprise en France qui sont capables de faire du tissu. Vous m'avez dit si, il y en avait, mais c'est fini. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous, avec votre passion de cette industrie française, vous dites on est capable de recréer une filière de A à Z? Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On y travaille. Sur la laine, par exemple, il y a des sujets. Sur le lin, en plus, pour reprendre cette problématique écologique, par exemple, le lin, c'est une filière qui ne consomme pas d'eau. Enfin, on a vraiment des sujets à prendre. C'est pour ça que quand je parle d'une bataille culturelle et d'une bataille nationale, c'est lié aussi à l'écologie, à la transformation écologique, à la décarbonation de l'industrie. Ça, c'est des sujets, mais on est capable de recréer des filières. Avec la laine, aujourd'hui, on y travaille. Vous aviez raison, Arnaud. Moi, j'ai pas de tissu haut de gamme aujourd'hui en France. On avait des magnifiques pépites dans le nord de la France. Bien sûr, Roubaix, cette zone. Voilà, avec des marques qui étaient vraiment magnifiques. Tout ça, ça a été démantelé, ça a été délocalisé, et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à retrouver les savoir-faire. Alors on y travaille, ça va prendre du temps, mais de toute façon il faut accepter le temps long. On est dans une période aujourd'hui, je pense que c'est aussi un élément fondamental, c'est comme pour les investissements. Mais là il y a une fenêtre d'opportunité aussi, ce Covid. C'est sûr, vous savez, nous avec les forces françaises de l'industrie, on a tendance à dire qu'on était résistants avant la guerre, parce qu'on nous a dit que les FFI, on était en guerre. Voilà. Avec les FFI, on était résistants avant la guerre. Ça fait 2 ans qu'on a monté les forces françaises de l'industrie, avec cette volonté. C'est pas les FTP, c'est les FFI. Les FFI, les forces françaises de l'industrie. C'est pas pareil. Un peu provocateur, parce que je voulais justement rassembler toutes
c'est transpartisan, hein, justement pour la réindustrialisation, et ça me semble essentiel. Sylvain Maillard, il y a un débat, je dirais, de politique nationale où on a des hommes politiques qui, à la tribune, disent on va sauver l'industrie. Et puis il y a le débat que vous soulevez, qui est un débat de, une fois qu'on a fait ce diagnostic, moi je vous propose une solution. Il y a cette TVA sociale. Pour le dire simplement, c'est quoi? C'est de taxer les produits qui viennent de l'extérieur, pour le dire simplement, qui ne respecteraient pas les normes environnementales, les normes sociales, les normes RSE qu'on impose à nos entreprises, de manière à pouvoir créer une forme de concurrence loyale. Exactement. C'est ça l'idée. On fait payer une partie de notre modèle social par les importations, et donc ça nous permet de baisser le coût de la production en France, et donc ça remet à égalité ce qui vient de l'extérieur et de l'intérieur. Moi je suis un libéral, je veux absolument qu'il y ait une concurrence, je pense que c'est très sain la concurrence. Mais loyale. Mais elle doit être loyale. Et puis faut être intelligent. Absolument. Il faut créer de l'emploi en France, il faut créer de la valeur en France, parce que on voit bien que les stratégies qui ont été mises en place dans les années 2000 sont des impasses, sont des stratégies intelligentes à court terme, mais à long terme nous ont complètement désindustrialisés, et on l'a pu le voir pendant la crise du Covid. On a des manques incroyables dans notre industrie à l'heure actuelle. Donc non seulement ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse. Il faut mettre de l'industrie en France. Honnêtement, on y travaille depuis 3 ans. Maintenant, il faut accélérer, et il faut se dire que c'est une grande cause nationale. En tout cas, je veux vraiment porter ce débat. Mais on vous entend chez vous, côté LREM, le gouvernement, quand on parle de TVA sociale, on se souvient des ravages qu'avait fait ce mot en 2007, puisque considéré qu'il y avait 80 députés qui avaient considéré que c'était une aberration. Pourquoi d'ailleurs c'est une aberration? Parce que c'est quoi? C'est une forme de protectionnisme? Non, mais est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? Je donne la parole, Gilles. Les Français, dès qu'on parle de TVA et d'augmentation de TVA, donc augmentation d'impôts, il y a un vrai blocage psychologique, tout simplement. Une fois que vous l'expliquez, que vous appelez ça une taxe carbone... Qui vient de l'extérieur, elle n'est pas payée par les Français, on est d'accord. Les mêmes qui vous disent qui n'aiment pas ça, finalement, trouvent ça plutôt intelligent. Le système est vertueux, d'ailleurs, que c'était des systèmes qui ont été repris par la gauche comme la droite, qui ont été portés, et puis au moment de le mettre en place, évidemment, peuvent paraître impopulaires. Moi, je crois qu'il faut une stratégie globale. C'est ce que nous avons, mais il faut aller plus loin. Et le Covid, en fait, est la sortie du Covid. Hein. Évidemment, là, pour le moment, on est dedans, et le gouvernement est vraiment consacré à ça, et c'est bien logique, mais il va falloir réfléchir à la sortie de ce qu'on veut comme stratégie. Moi, je vois avec les Chinois, il y a une vraie concurrence entre les entreprises chinoises, et puis à un moment, le gouvernement leur dit stop. Il dit c'est celui-là qui va être le champion, on va en faire un champion national, on va faire un champion international. Ça, vous le dénoncez, la concurrence entre entreprises françaises ou européennes? Mais en même temps, il faut qu'on arrête d'être, d'un point de vue européen, on est quand même très naïf, on est extrêmement naïf. Vous pointez du doigt une forme de difficulté européenne à trouver des solutions sur plein de sujets, et notamment sur ce sujet industriel, objectivement. Et on va trouver des solutions tous ensemble. Mais parce que les Allemands, on a enlevé les lunettes, il faut y aller. Comment vous regardez ce débat? Parce qu'il y a le dumping entre pays, il y a les concurrences des Allemands, puisque vous évoquiez le fait qu'on était en termes de numérique inférieur en nombre d'industries par rapport aux Allemands, qui a effectivement une industrie lourde, une entreprise les machines-outils, c'est l'Allemagne. Comment on se situe? Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer, ou est-ce que ça se joue, je dirais, au niveau de l'Hexagone? Parce que moi je pense que c'est l'Europe, la bonne dimension. Mais elle ne joue pas son rôle, l'Europe, là. On a un vrai problème avec l'Europe. Hein. Je reviens toujours sur un peu ma marotte de la commande publique. Tu sais, les Allemands sur la commande publique, ils sont très forts. Aujourd'hui, les marchés allemands sont essentiellement préférence aux produits allemands. Et pourtant, on est au sein de l'Europe. Donc nous, il faut qu'on arrête aussi d'être des bisounours. J'aime bien un peu cette formule, mais c'est comme le protectionnisme. Quand on nous brandit le protectionnisme, la question n'est pas d'être protectionniste. La question aujourd'hui, c'est de se dire, il faut qu'une partie de la production soit réservée aussi à l'industrie. Avant de nous quitter, aucun de vous deux ne soulève le débat du coût du travail, qui est le sujet central, puisque c'est parce que la Chine a un coût du travail très faible qu'elle arrive à vendre des produits si peu chers. Est-ce qu'on peut imaginer, vous le député, qu'on réfléchisse aussi à la baisse du coût du travail? Ou est-ce que vous dites, par les dépenses que nous avons, il n'est pas possible de baisser le coût du travail? On ne fait que ça depuis 2017, et on voit bien à quel point... Lentement, sur l'impôt sur les sociétés, par exemple, c'est faible. On va passer quand même de 31 à 25. À 25, c'est quand même une baisse importante. L'employé au SMIC, à l'heure actuelle, coûte quasiment plus grand-chose en charge sociale à l'entreprise. Donc il y a une vraie progression, mais les Allemands... Moi, j'ai étudié en Allemagne, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai une entreprise aussi en Allemagne.
on voit la différence, ils chassent en meute. C'est-à-dire qu'un Évidemment. Allemand qui part, Siemens qui part à l'étranger, il emmène toute la sous-traitance. Mais nous on le fait pas, on reste très... mais ça, vous me réinviterez, je reviendrai vous expliquer comment ça marche les achats en France. On a un système qui est très individualiste et pas du tout porté sur l'écosystème autour de soi. Et donc ça, c'est un changement de culture. Ça aussi, il faut le changer. Ça aussi, il faut l'apprendre. Ça aussi, il faut les apprendre dans les écoles d'achat et des écoles de commerce. Parce qu'on apprend beaucoup d'individualisme et de comment porter ma carrière, ma réussite, mais pas le collectif. La réussite du collectif. Ça, c'est très vrai. C'est ma réussite, comment je grimpe et comment j'évolue dans une boîte. Mais pour ma boîte, qu'est-ce que j'apporte? Sur le textile, excusez-moi, c'est encore plus vrai, le coût du travail. C'est un élément très fort. Je ne parle pas du Bangladesh, je parle simplement de la Chine, même de la Tunisie. Il y a beaucoup de pédagogie. En fait, nous, avec Belleville Manufacture, un costume Belleville Manufacture qui est fabriqué à Limoges, il participe aussi à un sens, on donne un sens à son achat. Et on explique sur le temps long, c'est un costume qui va durer plus longtemps, qui va avoir des qualités, qui va être recyclable aussi, parce qu'on peut changer la doublure. Aller changer une doublure d'une veste qui est fabriquée en Chine, ça vaut pas le coup. Donc aujourd'hui, voilà, il y a ce sujet du circuit court qui est en train d'être mis en place. Nous, avec Belleville Manufacture, on y travaille beaucoup. Au-delà du fait que certainement, je pense qu'à terme, on sera obligé de recycler une grosse partie de la production dans le textile. Il y a un débat. Parce que c'est un sujet aussi sur le... Fondamental. On y reviendra, mais c'est un sujet qui est fondamental. Gaspillage absolu. Il y a aussi un modèle aussi qu'il faut expliquer quand le consommateur il doit apprendre, qui participe au modèle social français aussi. Aujourd'hui, on est content d'avoir ce modèle. Mais ça marche d'ailleurs, le Made in France. Et ça fonctionne bien. Je pense. Et puis en plus, on a des jeunes entrepreneurs qui sont en train de porter aussi notre voix. Moi, je suis un dinosaure du Made in France. Ça fait 20 ans que je me bats, mais on a des jeunes. Merci. Un très beau dinosaure. On a des jeunes. Des jeunes comme Thomas Uriès 2083 qui a remis en place une filière de jeans en France. C'est absolument fabuleux. Bon, Guillaume Gibault, que tout le monde connaisse du slip français. Donc, on sent que c'est porté par des gens qui ont la volonté de faire bouger les choses. Et il faut recréer des filières, c'est important parce que ça prend. Voilà, c'est important de donner un sens aussi à son engagement. Juste d'un mot, Sylvain Maillard, vous avez travaillé sur le composant électronique. J'ai expliqué que vous aviez aussi évidemment une connaissance par votre profession, par votre métier de chef d'entreprise. Il y a un débat aussi sur les matières premières. Au-delà même du composant fabriqué, il y a l'extraction de ces matières premières qui pose un autre sujet sur les composants électroniques. Est-ce que vous dites aujourd'hui, peut-être pas mettre 700 composants dans un phare? Est-ce que vous dites aux ingénieurs qui mettent de l'électronique partout, peut-être lever le pied un peu parce qu'on va pas avoir assez de matières premières? C'est un vrai débat. C'est ce sujet qui est posé aussi. Par exemple, les terres rares sont à 95% en Chine. Bien sûr. À la limite, dans une guerre commerciale, les Chinois nous empêcheraient d'accéder. Mais il n'y a plus de composants. D'un seul coup, on n'aurait plus de composants. Donc là, on voit bien qu'on a une vraie difficulté. Et c'est pour ça que la négociation et les discussions sont extrêmement importantes. Donc il faut continuer à évidemment progresser dessus. Et puis passer une idée qui est aussi forte. Le contenu, les Facebook, c'était la génération des années 2010. C'est le Facebook, le Twitter, tout ce qui est contenu était évidemment valorisé, et maintenant on va rentrer, de mon point de vue, dans la génération du contenant, c'est-à-dire que les leaders, les grandes entreprises seront les contenants. Et je prends l'exemple de Tesla, qui ne gagne absolument pas d'argent, Elon Musk, mais qui est un contenant, c'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture et vous donnez du temps dans votre voiture, et là, c'est là que ça se créera la valeur dans les années qui viennent. Oui, il y a beaucoup d'électronique dans les Tesla quand même. Bien sûr, mais c'est le contenant, et pas le contenu. Donc on va changer de paradigme dans les années qui viennent. C'est terminé, j'en suis désolé. Moi, je serais bien resté encore une petite demi-heure avec vous parce que vous allez revenir, je l'espère. Juste d'un mot, ce rapport, on peut le lire où? Sur votre site, évidemment, à l'Assemblée. Et puis il y aura des publications dans les Échos bientôt. Dans les Échos, voilà. Et sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, le Facebook, je tiendrai de l'actualité dessus. Et avec du contenant, hein, vous l'aurez compris, c'est pas qu'une coquille vide. Il y aura le rapport et il y aura de l'information. Lisez-le, c'est passionnant parce que ce sont des informations qu'on n'a pas, qui ne sont pas très mainstream, évidemment, dans la grande information, mais qui sont fondamentales parce qu'elles dépendent de notre quotidien, toutes ces informations. Merci à Sylvain Maillard, député LREM de Paris. Vous êtes le fondateur d'Alantis Technologies. Et puis merci à Gilles Attaf qui a plusieurs casquettes et qui est à la fois chef d'entreprise. Belleville, c'est dans le 2e arrondissement. Allez, rue Française. Vous m'invitez, je viens vous voir rapidement. Voilà. Il n'y a pas qu'Arnaud Montebourg qui a le droit de venir chez Belleville. Et puis vous êtes aussi président des Forces françaises de l'industrie. Je trouve que ce titre est génial, les FFI, parce que nous sommes en guerre évidemment pour sauver nos salariés et vice-président de l'association Pro-France. C'était un plaisir.